Je me présente rapidement. Je suis Julie Wolfart, je suis chercheuse, à INRAE, dans le département ACT et au sein du laboratoire agronomie et environnement à l'INRA de Colmar et ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je travaille sur ces questions de, biomasse énergie et aujourd'hui plus sur les questions d'organisation des activités bioéconomiques dans les territoires. Alors je commence ma présentation, avec un schéma qui est un petit peu compliqué peut-être, mais qui est en fait, un schéma issu du rapport du GIEC sur les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et les impacts sur les augmentations de température. Ça va rappeler un petit peu la présentation de Bernard ce matin. Et donc vous voyez sur le graphique du dessus, les différents scénarios, d'émissions de gaz à effet de serre et associés les niveaux de température, atteints en 2100. Vous voyez que le scénario le plus haut, donc celui qui nous fait atteindre une augmentation de 8,5 degrés en 2100, c'est le scénario qu'on appelle business as usual, c'est-à-dire que si on continue nos activités au niveau de 2014, on va dire, on arriverait à cette augmentation de 8,5 degrés en 2100. Si on veut limiter cette augmentation de la température à à peu près 2,5 degrés, c'est donc le scénario bleu qui est tout en bas. On voit qu'on doit infléchir nos émissions de gaz à effet de serre très drastiquement à partir de 2020, donc c'est à partir de tout de suite. Le graphique du bas vous montre en fait les attentes en termes de consommation énergétique et de part finalement de l'énergie renouvelable dans le mix énergétique pour les 4 scénarios les plus bas, donc entre une augmentation de 4 degrés pour le scénario rouge à une augmentation de 2,5 degrés pour le scénario bleu. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour l'ensemble de ces scénarios, donc pour pouvoir limiter vraiment, enfin pour pouvoir limiter même juste un peu l'augmentation de température attendue, on a une attente très très forte sur ces émissions, enfin sur la contribution des énergies renouvelables dans notre mix énergétique, donc qui passerait d'environ 20% au niveau 2030 à 100% pour le scénario bleu en 2100. Aujourd'hui, quand on parle d'énergie renouvelable, Bernard nous en a bien parlé, c'est tout un ensemble de différentes énergies. On voit ici la production d'énergie renouvelable en France de 90 à 2017 et on voit que le bouquet énergétique d'énergie, enfin le bouquet d'énergie renouvelable, c'est pas mal diversifié depuis les années 2000. Cependant, on a toujours une prédominance des énergies fondée sur le bois énergie, donc c'est essentiellement du bois bûche pour de la chaleur, et les énergies hydroélectriques. On voit l'apparition à partir du début des années 2000 des biocarburants, bien sûr, mais aussi des pompes à chaleur, de l'énergie à base de déchets ou d'autres, et puis de l'éolien, bien sûr. Ceci étant, aujourd'hui, nos énergies renouvelables en France dépendent toujours beaucoup de la biomasse, pour plus de 50% de leur production. Alors, c'est quoi la biomasse? Parce que c'est un terme qui recoupe plusieurs types de ressources. On a tout ce qui est bois, donc le bois bûche, les granulés, les plaquettes, tout ce qui va être destiné à la combustion pour faire de la chaleur ou de l'électricité, mais aussi tous les sous-produits du bois, notamment les déchets d'exploitation forestière, des scieries, de la transformation du bois, des panneaux, des fabrications d'emballage, aussi des sous-produits d'autres types d'industries comme les pâtes à papier, évidemment tous les déchets des industries agroalimentaires. Et on a des produits issus de l'agriculture. On peut penser bien sûr aux biocarburants qui sont donc fabriqués avec de la matière première agricole directement, mais aussi à la méthanisation des résidus agricoles ou aux plantations énergétiques qui vont avoir plusieurs vocations énergétiques. Enfin, c'est aussi l'usage des déchets organiques, typiquement les biodéchets qui peuvent être méthanisés ou qui peuvent être compostés, par exemple. Déchets urbains, bien sûr, les bouts de stations d'épuration aussi qui peuvent rentrer dans cette catégorie de biomasse énergie. Donc la biomasse énergie, c'est l'ensemble de ces ressources qui servent donc à produire de l'énergie, qui sont donc des ressources organiques. Les attentes vis-à-vis de cette biomasse, donc vous voyez aujourd'hui, c'est plus de 50% de notre production d'énergie renouvelable en France. Et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie 2019-2028, on voit qu'il y a encore des attentes très fortes sur ces énergies-là, sur les énergies biomasse, parce que des fois, on peut entendre que c'est une énergie qui est peut-être un petit peu dépassée et qu'aujourd'hui, il faudrait justement se tourner vers l'hydrogène ou vers l'éolien ou le solaire. Or, on voit que en tout cas pour les 10 prochaines années, il y a encore des très fortes attentes sur ce type d'énergie à base de biomasse. Sur le premier graphique du haut, vous voyez qu'on a, quel que soit le scénario, au moins un triplement
des attentes en termes de consommation finale de chaleur à partir de biomasse. Et donc ça, c'est que pour le bleu, là, sur le graphique. Vous voyez aussi que le orange, c'est le biogaz, donc qui est également produit à partir de biomasse, qu'elle soit résiduaire ou agricole. Et dans les deux tableaux, vous voyez les attentes en termes de production de biogaz. Donc, on en a un petit peu parlé, c'est la méthanisation notamment, où on est à un niveau en 2016 de 5,4 TWh et on voudrait atteindre 24 à 32 en fonction des scénarios en 2028. Et puis, malgré le fait qu'ils ont assez mauvaise presse, on a encore des attentes sur les biocarburants, c'est-à-dire qu'en 2017, donc ici, on parle plutôt des biocarburants qu'ils appellent avancés ou qu'on pourrait appeler de seconde génération, qui sont donc produits pas à partir des fruits, des cultures, mais plutôt à partir de la matière ligneuse, donc des feuilles, des tiges, et donc qui seraient théoriquement moins impactants que les biocarburants de première génération. Et on voit qu'il y a des objectifs d'incorporation de ces biocarburants à la fois dans la filière essence et gasoil, qui sont pas négligeables, quoi, on va dire, d'ici 2028. Alors, pour subvenir, enfin pour réussir, si vous voulez, à atteindre ces objectifs de production de biomasse, pour pouvoir atteindre ces objectifs de production énergétique, depuis quelques années, on parle beaucoup de la bioéconomie. L'idée de la bioéconomie, c'est vraiment de substituer des ressources fossiles par des ressources renouvelables, c'est-à-dire de substituer tout ce qu'on pourrait appeler les produits pétrosourcés fondés sur le pétrole par des produits fondés sur des produits organiques. Donc une matière renouvelable qui donc pourrait nous permettre de subvenir durablement à nos besoins à la fois alimentaires et non alimentaires, tout en préservant les ressources naturelles. Tout ça en se fondant en fait sur la circularité de la matière et de l'énergie. Et donc, ça nous permettrait vraiment de limiter nos usages des ressources non renouvelables. La bioéconomie, c'est tellement intéressant qu'à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle française, on a depuis 2017 une stratégie pour la bioéconomie, c'est-à-dire que c'est vraiment un secteur sur lequel, à l'échelle nationale et internationale, on veut investir pour, si vous voulez, soutenir une croissance qui serait une croissance verte, c'est-à-dire qui n'aurait plus besoin de produits fossiles, mais qui serait fondée sur cette ressource qui serait renouvelable à l'infini. Du coup, sous l'impulsion en fait, de ces dynamiques bioéconomiques, on a beaucoup d'initiatives de valorisation non alimentaire de la biomasse et notamment de valorisation énergétique de la biomasse. Comme vous pouvez le voir sur ces graphiques, c'est juste des exemples, mais vous voyez sur le graphique en bas l'augmentation du nombre de méthaniseurs entre 2010 et 2019, donc qui est exponentielle. En 2010, on avait à peu près 4 méthaniseurs, on en a plus de 1000 en 2019. Et tout à l'heure, on parlait d'un objectif de 10 000 méthaniseurs, en tout cas dans certains scénarios, pour atteindre un niveau de production énergétique attendu. Mais évidemment, ce n'est pas que les méthaniseurs, on développe aussi notre capacité, par exemple, de cogénération, vous le voyez sur cet autre schéma. Donc la cogénération qui est plutôt, c'est en gros une production d'électricité et de chaleur à partir de la combustion du bois. Et donc, pour lequel on attend une forte mobilisation du bois en forêt. Donc, vous voyez, je vous ai mis le petit encart du plan d'action interministériel forêt-bois, donc qui sont des plans, si vous voulez, pour plus et mieux mobiliser la biomasse dans les forêts. Ces initiatives, elles se développent dans les territoires. Alors, vous en avez certainement déjà vu si vous vous promenez un petit peu. Évidemment, une mobilisation du bois, l'agroforesterie, l'implantation des cultures énergétiques, le développement de méthaniseurs, le développement de plateformes de compostage. Mais elles se développent, on va dire, de manière aujourd'hui non coordonnée. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il y a eu des tentatives de coordination, de gestion des biomasses avec ce qu'on a appelé les cellules biomasse, aujourd'hui, on voit que c'est plutôt des initiatives qui se développent filière par filière, sur des initiatives privées localisées, et qu'on n'a pas du tout une vision globale en fait de cette ressource que représente la biomasse. Donc en fait, ça nous interroge sur finalement, est-ce que toutes ces activités qui vont se développer en parallèle dans les territoires, qu'elles soient pour la valorisation énergétique, bon aujourd'hui c'est essentiellement de la valorisation énergétique, mais demain pour de la valorisation chimique de certaines molécules ou pour remplacer le plastique par du plastique biosourcé par exemple, est-ce que vraiment développer toutes ces initiatives de manière un petit peu anarchique dans les territoires, ça va nous permettre d'atteindre cet objectif en fait de durabilité? Et cet objectif de la bioéconomie qui est vraiment finalement de limiter notre impact
sur l'environnement en utilisant ces ressources biosourcées. Donc, c'est quoi finalement le bilan de gaz à effet de serre de ces filières, leurs impacts environnementaux? Quelle compétition avec la production alimentaire? Ça, c'est des questions qu'on a beaucoup entendues sur la question des biocarburants. C'est quoi l'impact sur les espaces naturels, sur les structures paysagères, les systèmes forestiers, les systèmes agricoles? Pour pouvoir savoir si toutes ces initiatives sont durables et si finalement c'est une bonne idée ou pas une bonne idée de soutenir toutes ces initiatives dans les territoires, il faut qu'on puisse anticiper en fait les changements qui vont être liés au développement de ces activités dans les territoires agricoles et forestiers. Et c'est un petit peu la question à laquelle on s'intéresse depuis quelques années. Et on a monté un projet européen en 2000, c'est un moment maintenant, déjà il s'est terminé je crois en 2017, sur l'évaluation donc a priori d'une filière biomasse sur un territoire d'études existant. On s'est intéressé à une filière de production de pellets de miscanthus. Donc le miscanthus, c'est la culture que vous voyez sur la photo là, c'est des grandes cannes qui sont, enfin c'est une culture pérenne qui ne produit que de la matière végétale, je vais dire, c'est pas une culture alimentaire, c'est une culture non alimentaire. Elle se récolte généralement plutôt en sec et après on peut la broyer et on peut en faire des petits granulés qui peuvent aller alimenter des chaudières et donc faire de la chaleur. Dans la zone d'études, dans notre zone d'études d'alors, il y avait donc une coopérative qui s'était créée pour produire ces pellets de miscanthus. Et donc un ensemble d'agriculteurs, 80 agriculteurs qui avaient planté du miscanthus pour alimenter cette usine de transformation de miscanthus. On avait une surface de miscanthus dans la région d'environ 400 hectares. Cette usine de transformation de pellets, elle avait comme objectif évidemment d'augmenter sa capacité de production. C'était un petit peu le début à l'époque. Donc on a travaillé sur la base de 3 scénarios. Un scénario de consommation qui était celui actuel, donc de 6 000 tonnes de miscanthus par an, jusqu'à un scénario maximum d'une consommation de 30 000 tonnes de miscanthus par an. On a fait un modèle de localisation prospectif du miscanthus dans le territoire et on a obtenu, vous voyez, ces 3 cartes de localisation. Donc à l'échelle, là c'est ramené à l'échelle de la commune, mais on avait une localisation à l'échelle parcellaire qui nous permettent d'estimer finalement où se situe ce miscanthus et en quelle quantité pour pouvoir ensuite estimer notamment des coûts de transport. Ces scénarios de localisation du miscanthus, on les a couplés avec des scénarios techniques d'exploitation parce qu'il y a différentes façons d'exploiter le miscanthus. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais disons qu'à l'époque, il y avait plusieurs options. Et à des scénarios de densification intermédiaire du miscanthus, c'est-à-dire soit on récolte le miscanthus, on le transporte jusqu'à l'usine et il est transformé une fois sur place à l'usine, soit on récolte le miscanthus, on le densifie, on fait des petites briquettes, là, comme vous pouvez voir sur la photo, à une étape intermédiaire et ensuite, une fois densifié, on va le transporter jusqu'à l'usine. Donc ça, c'était un peu toutes les options de scénarios qu'on avait testées pour évaluer la durabilité de cette filière. On a ensuite fait une optimisation logistique de l'ensemble entre donc, la localisation de la production et la localisation de la transformation et une évaluation à la fois du profit et des émissions de gaz à effet de serre de ces différents scénarios. Ce qu'on voit sur ces résultats d'évaluation, alors on ne voit pas ma souris ici, ça y est, c'est que ici, vous avez les 3 scénarios d'augmentation de volume de production, si vous voulez, entre donc ici le scénario à 6 000 tonnes et le scénario ici à 30 000 tonnes. Et ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas vraiment de bénéfice en fait, à augmenter la quantité de miscanthus transformés, que ce soit en termes de profit, ça nous coûte finalement pas moins cher, donc on n'a pas d'économie d'échelle quand on augmente la quantité de pellets produits. Et puis en plus, on va émettre un petit peu plus de gaz à effet de serre quand on est sur un scénario où on a des gros volumes en fait, de production de miscanthus. La seule solution en fait, qui nous permet à la fois d'améliorer le profit de cette filière et de diminuer très légèrement les émissions de gaz à effet de serre, c'est justement cette densification intermédiaire de la biomasse parce que, et ça c'est une problématique très courante avec la biomasse est un produit qui est très léger, je ne trouve plus le terme technique, je suis désolée, et qui du coup induit des coûts de transport très élevés pour finalement une matière qui n'est pas très condensée énergétiquement.
Ce que nous a montré finalement cette étude, c'est que la question de la localisation de la ressource et donc de la localisation de la production du miscanthus, elle était très importante pour finalement évaluer la durabilité de cette filière. C'est-à-dire que, en gros, tout ce qu'on voit là comme résultat, c'est que vu qu'on a une ressource qui est très, très dispersée, on n'arrive pas à faire des économies d'échelle à moins d'avoir une densification intermédiaire de la biomasse. Donc en fait, ça a remis un petit peu en question, enfin ça n'a pas remis en question, mais on s'est interrogé sur les hypothèses qu'on avait faites dans notre modèle de localisation, qui ont donc fortement induit les résultats de toute l'étude. Donc je vais revenir un petit peu sur comment est-ce qu'on a fait ces scénarisations et en quoi c'était compliqué, et ça l'est toujours, de faire de la localisation prospective de cultures énergétiques. Pour commencer cette étude, en fait, en tout cas cette prospective sur la localisation du miscanthus, on est allé voir les agriculteurs qui avaient planté du miscanthus pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils avaient planté le miscanthus là où ils l'avaient planté. Les agriculteurs nous ont, ont relevé tout un ensemble de facteurs de localisation, que ce soit des facteurs biophysiques, des facteurs qui sont liés à la géométrie de la parcelle, comme la taille de la parcelle, la forme de la parcelle, des facteurs liés à l'accessibilité de la parcelle, notamment la distance au siège d'exploitation, des facteurs liés au voisinage de la parcelle, est-ce que le voisinage est habité ou pas, est-ce qu'il est arboré ou pas, le statut foncier de la parcelle, parce que je vous l'ai dit au départ, le miscanthus, c'est une culture pérenne, donc elle va rester en place une quinzaine d'années, donc on ne va pas la mettre sur des parcelles, par exemple, qu'on a en location, on va plutôt le mettre sur des parcelles dont on est propriétaire. Et enfin, des facteurs environnementaux, parce que le miscanthus est une culture qui demande peu d'entretien, peu de traitement, et donc qui est qu'on peut implanter dans des zones où on aurait des contraintes environnementales plus fortes. Donc, à partir de l'ensemble de ces caractéristiques qui ont été listées par les agriculteurs, on a fait un modèle statistique. Donc, sur à peu près 2000 parcelles qui étaient implantées et non implantées en miscanthus, on a appris, si vous voulez, un modèle statistique qui nous permet de donner une probabilité d'implantation du miscanthus en fonction des variables explicatives qui ont été exprimées par les agriculteurs. Donc, voilà, c'est un modèle statistique qu'on a fait avec des arbres de régression. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails de la méthode, mais qui nous a permis, si vous voulez, une fois réappliqué à l'ensemble de notre zone d'étude, d'identifier un petit peu les caractéristiques des parcelles qui étaient les plus implantables en miscanthus. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre un jeu de données, d'apprendre un modèle sur un jeu de données dans lequel on avait réellement des parcelles implantées en miscanthus et ensuite de l'appliquer sur toute une région qui était notre zone d'étude. Ce que nous a montré l'application de ce modèle, c'est que la plupart des parcelles de cette zone d'étude, donc sur ces 260 000 parcelles, presque 95% avaient une probabilité d'implantation de miscanthus très faible, inférieure à 10%. Et on avait quasiment moins de 1000 parcelles qui avaient une probabilité d'implantation de miscanthus supérieure à 70%. Donc, on pouvait considérer comme des parcelles sur lesquelles, potentiellement, les agriculteurs allaient être enclins à mettre du miscanthus. Donc, au final, sur l'ensemble de notre région, on a une très faible représentation des parcelles implantables en miscanthus. C'est un peu ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire que ce qu'on avait remarqué dans les résultats de l'évaluation, c'est qu'on avait une très grande dispersion en fait, de ces parcelles en miscanthus, et on le voit parce qu'il n'y a pas beaucoup de parcelles qui sont favorables à l'implantation de ce miscanthus d'après les critères qu'on avait trouvés à l'époque. Ce que nous montre aussi cette modélisation, c'est que ces parcelles-là, en plus de ne pas être très nombreuses, c'est des parcelles qui sont un peu particulières, elles sont plus petites que la moyenne des parcelles de la zone d'étude. Elles ont aussi des formes un petit peu plus compliquées. Elles sont plus loin des routes et plus loin des exploitations agricoles. Encore une fois, certainement à cause de cette question du fait que cette culture ait besoin de moins d'entretien qu'une culture annuelle classique. Et donc, les agriculteurs se permettent de les localiser un peu plus loin parce qu'ils vont y aller moins souvent, simplement. Donc, c'est assez cohérent avec ce qu'on a trouvé dans notre étude. Finalement, le miscanthus, il est localisé plutôt sur des parcelles qu'on pourrait appeler relativement marginales par rapport à l'ensemble des parcelles d'une région. Donc, les coûts logistiques identifiés sont élevés parce que justement, ce miscanthus, il est sur des terres marginales. Bon, alors, c'est bien, on a retrouvé ce qu'on avait mis dans l'évaluation, tant mieux. Ceci étant, une fois cette étude terminée, on s'est quand même posé des questions sur la validité de ces résultats. Et sur finalement la pertinence de travaux de modélisation prospectifs
de ce genre. Évidemment, il y a toujours la question de la dépendance aux conditions locales. Sur les travaux de modélisation spatialement explicite, et d'autant plus prospective, cette question-là, c'est une question très classique, c'est-à-dire qu'on va souvent s'intéresser à des faits sur un territoire d'études données, essayer de modéliser des règles dans une communauté d'agriculteurs donnée, puis on va essayer de les étendre spatialement à une zone plus grande pour pouvoir avoir des résultats plus pertinents vis-à-vis de notre question, par exemple. Donc, bon, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur cette question des conditions locales, mais ça, c'est une critique assez classique de ce type de modèle. Ce que je trouve plus, comment dire, plus marquant pour cette question des cultures énergétiques, c'est la dépendance aux conditions actuelles. C'est-à-dire que quelle est la validité temporelle finalement des hypothèses qu'on a mis dans ce modèle. Ce modèle, il est fondé sur des entretiens qu'on a fait auprès d'agriculteurs à un moment T en termes à la fois de connaissances vis-à-vis de la culture, mais aussi en termes de développement de la filière locale de Miscanthus qui donc s'était développée, et également d'inexistence d'autres filières, par exemple sur le territoire, ou d'inexistence d'autres débouchés qu'un débouché énergétique pour le Miscanthus. Donc on est vraiment dans des conditions temporelles en fait très particulières vis-à-vis de cette culture-là et vis-à-vis de cette filière-là qui est la production d'énergie à partir de pellets de Miscanthus. Et pourquoi est-ce que c'est plus prégnant, je vais dire, sur cette question de l'énergie que sur d'autres questions? Parce qu'on est sur des cultures nouvelles et aussi pour d'autres raisons que je vais essayer de vous expliquer tout de suite. Ceci étant, on s'est bien rendu compte donc, que cette démarche était quand même purement théorique parce que finalement, l'usine sur laquelle on a travaillé à l'époque a fermé depuis par manque de débouchés et le Miscanthus qui, quand on a commencé cette étude, était une culture je vais dire très à la mode et avec beaucoup d'inquiétude en fait sur son très fort développement, aujourd'hui stagne à 2000 hectares sur le territoire national, ce qui est très peu. Donc finalement, c'est une culture qui n'a pas du tout pris, quoi, je vais dire, dans le milieu agricole, pour l'instant. Euh, donc une des spécificités de ces questions bioénergétiques et de la difficulté de faire de la prospective sur ces questions-là, c'est déjà, on l'a dit, c'est que c'est des cultures qui sont un petit peu nouvelles. Et la culture est nouvelle, mais aussi toute la filière est nouvelle. Donc en fait, on s'en était déjà un petit peu rendu compte quand on avait fait les entretiens auprès des agriculteurs, c'est-à-dire que autant on avait un certain accord sur les critères de localisation du Miscanthus, le voisinage arboré, le voisinage habité ou la distance à l'exploitation agricole. Par contre, il y avait, comment dire, l'impact de ce facteur sur la décision des agriculteurs était variable d'un agriculteur à l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, pour le voisinage arboré, pour 12 agriculteurs interrogés, c'était un facteur favorable à l'implantation du Miscanthus, mais pour 5 agriculteurs interrogés, c'était un facteur défavorable à l'implantation du Miscanthus. Pour le voisinage habité, c'est encore pire. On est la moitié des agriculteurs qui trouvent que c'est une bonne idée d'en mettre à côté des maisons et l'autre moitié d'agriculteurs qui trouvent que ce n'est pas une bonne idée d'en mettre à côté des maisons. Donc en fait, on est ici dans une situation où, par exemple, on ne peut pas faire de modèle à base de règles qui nous dirait, par exemple, si la parcelle est à côté d'un voisinage, enfin, si la parcelle est à côté d'habitation, alors on va planter du Miscanthus. On atteint un petit peu les limites en fait de la modélisation telle qu'on la connaît généralement pour cette question des cultures innovantes avec les agriculteurs. De plus, ce qui est difficile à prévoir quand on travaille sur des territoires où il y a un développement, je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu non coordonné d'activités de valorisation non alimentaire de la biomasse, c'est la flexibilité et la multiplicité à la fois des ressources, des usages et des procédés. Alors que dans les systèmes alimentaires qu'on a plus l'habitude de travailler, on a des filières qui sont bien identifiées et puis qui sont assez linéaires, c'est-à-dire que quand on produit des betteraves, c'est pour faire du sucre. Quand on produit du maïs, c'est pour faire de l'ensilage ou peut-être du grain de maïs, mais disons qu'on n'a pas une possibilité de déboucher infinie, très nombreuse, par rapport à ce qu'on peut voir sur les valorisations non alimentaires de la biomasse. Ce qu'on voit sur ce schéma-là, c'est juste une illustration, mais c'est pour montrer qu'il existe en fait une large gamme de biomasse qu'on appelle de ressources disponibles, des ressources pérennes, des ressources forestières, des ressources agricoles, des ressources annuelles, des résidus, des produits de culture annuelle.
Et on a tout un ensemble de procédés qui nous permettent de produire les trois types d'énergie qui sont la chaleur, l'électricité et les carburants. Et donc, finalement, il y a une certaine flexibilité à la fois des ressources et des procédés qui nous permettent donc de produire de l'énergie. Donc, il y a une large gamme de choix techniques et technologiques pour chaque territoire qui va dépendre évidemment des conditions locales du territoire, mais qui va dépendre aussi des initiatives des acteurs de ce territoire. Donc, en fait, c'est très difficile d'appréhender quelle filière va se développer où, et surtout quelle filière va se développer de manière complémentaire à d'autres sur un territoire. Enfin, la bioéconomie, moi, je vous ai dit, ça fait à peu près un peu plus de 10 ans maintenant que je travaille sur cette question-là. Et depuis, il y a eu des retournements politiques assez importants sur ces questions-là. Moi, j'ai commencé à travailler sur les biocarburants, donc en 2008 par là, où c'était donc très à la mode et où on disait voilà, on va faire des biocarburants, c'est super. 3 ans plus tard déjà, on a eu les premières critiques en fait vis-à-vis de ces carburants-là, et donc un petit peu du jour au lendemain, un désintérêt complet à la fois des financements, mais aussi une défiance dans la société vis-à-vis de cette question des biocarburants, et donc un arrêt complet des recherches sur ce territoire-là, en tout cas de tout ce qui était recherche de terrain sur ce territoire-là des biocarburants. C'était notamment évidemment lié au prix du pétrole, mais aussi lié à des changements politiques, on va dire, globaux, quoi. De manière parallèle, l'intérêt pour les usages non alimentaires de la biomasse autres que biocarburants, donc par exemple la méthanisation, c'était très bien vu, je veux dire, à la fin des années 2000. Ça a été pareil, de nouveau mal vu plutôt au début des années 2010, et puis aujourd'hui, ça revient un peu à la mode, notamment avec cette idée de bioéconomie qui dit mais si, on pourrait quand même se servir de la biomasse si on fait très attention à la circularité de la matière et si on fait très attention à ce que tout ça, ça reste durable. Donc, il y a une grande variabilité en fait du contexte politique autour de ces questions-là, et donc de tout ce qui vient avec, c'est-à-dire les financements, les projets, les terrains et la vision des acteurs sur le territoire. Bon, alors ça ne nous aide pas beaucoup à savoir comment est-ce qu'on va pouvoir évaluer finalement l'impact, parce qu'au final, même si on a des changements politiques, on a toujours des choses qui se développent dans les territoires. Alors, vous avez aussi des filières qui vont mourir assez vite et d'autres qui vont rester en place. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour évaluer tout ça et pour essayer vraiment de développer une bioéconomie et une bioénergie qui soient réellement durables? Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, on attaque ce problème qui est très complexe avec un cadre assez simple, qui est celui de l'évaluation filière qu'on a l'habitude de faire en agronomie. Et donc, il va falloir qu'on prenne mieux en compte la complexité et l'ensemble de ces variables-là pour évaluer la durabilité de la contribution de la biomasse à la transition énergétique. Premier biais, je vais dire, plus important, c'est que dans ces approches-là, on restait sur une approche monofilière, monoressource. On étudiait le miscanthus pour faire de l'énergie. Or, on l'a vu tout à l'heure, il y a tout un ensemble d'usages possibles de la biomasse et tout un ensemble de ressources possibles pour faire de l'énergie. Juste pour dire, ça c'est juste une diapo pour vous dire qu'on n'était pas les seuls à avoir fait cette erreur-là, mais que dans la littérature, et aujourd'hui encore beaucoup, la plupart des études s'intéressent à une seule filière, une seule ressource. Donc c'est vraiment un biais qui est courant dans la recherche et qu'il faut qu'on arrive à surpasser. Donc ça vient de l'idée qu'on se représente les filières de manière très linéaire, de la croissance, la production, le transport, la transformation et la consommation, et qu'on a beaucoup de mal à appréhender la circularité et les échanges entre filières et la réalité finalement de ce qu'on pourrait appeler un système bioéconomique territorial, comme on peut le voir ici. C'est un schéma, donc ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais disons que c'était simplement pour représenter qu'on a tout un ensemble de filières de valorisation de cette biomasse, qu'on a beaucoup d'échanges entre ces filières-là, et qu'on a en plus tout un principe de circularité et de recyclage des biomasses à l'intérieur de ces filières et entre ces filières. Donc on a une intrication de ces flux de biomasse dans les territoires qu'on peut donc, oui, comme dit, aborder sous forme de système. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est d'utiliser le cadre des systèmes socio-écologiques pour répondre à ces questions. Alors, pourquoi le cadre des systèmes socio-écologiques? Parce que c'est un cadre qui est vraiment
pensé pour la gestion des ressources naturelles. Ça a été un cadre qui a été beaucoup utilisé pour tout ce qui est gestion de l'eau, par exemple. Et nous, ce qu'on propose, c'est de l'appliquer aux biomasses. Et c'est un cadre conceptuel, hein, qui nous permet de mettre ensemble, dans le même cadre, à la fois des processus et des entités humaines, et des processus et des entités qu'on pourrait appeler naturelles, par exemple la croissance des plantes, ou ce genre de choses. De plus, on a adapté plutôt un cadre, enfin, oui, on ajoute si vous voulez, une dimension dans ce cadre conceptuel qui est celui du système de transformation, parce que dans les systèmes bioéconomiques, la place du système de transformation, la technologie de transformation, va avoir un impact très important à la fois sur les choix de gouvernance et sur du coup, les processus et les entités agricoles et naturelles qu'on va mettre en œuvre pour le développement de ces systèmes bioénergétiques. Et donc, bon, ça nous a fait une belle jambe de faire un cadre conceptuel pour avancer ces questions d'évaluation, même si ça nous permet de mettre un petit peu plus au clair qu'est-ce qui rentre dans notre système d'évaluation et qu'est-ce qui n'y rentre pas. Mais nous, pour l'aborder un petit peu plus concrètement, on a choisi une option qui est assez classique aussi dans ce domaine-là, qui est celle de la modélisation intégrée. Donc l'idée, c'est vraiment de modéliser l'ensemble des entités et des processus de ce système-là. Intégrer, ça veut dire on va vraiment essayer d'intégrer les processus et les entités qui ont des natures différentes. C'est un modèle qui est spatialement explicite et qui va nous permettre, on l'espère, de faire de la prospective. C'est un modèle multi-agent qui s'appelle Maëlia. Je vois que je suis déjà en retard, donc je crois que je n'ai plus qu'une diapo. Juste pour vous montrer un peu la démarche de recherche, mais très rapidement, notamment dans un projet qu'on est en train de développer, on s'inspire d'un territoire réel sur lequel on caractérise le système bioéconomique, c'est-à-dire l'ensemble des activités de production, de transformation, de valorisation des biomasses dans le territoire. On le modélise de manière conceptuelle, on l'intègre dans notre plateforme de modélisation. Ça a l'air très simple comme ça, mais en fait, c'est assez compliqué. Et ensuite, avec les acteurs du territoire, on fait des scénarios de changement d'organisation des activités pour essayer justement d'avoir une organisation la plus durable possible de cette valorisation de biomasse à l'échelle du territoire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.